étape 6. Donc là, c'est-à-dire on rentre de plus en plus dans le côté opérationnel, étape 5 autant pour moi, sur le côté opérationnel, sur la concrétisation juste avant la signature, c'est-à-dire comment on met en forme tout ça, comment on mobilise les financements et comment on mobilise également en interne son équipe pour le portage de ce contrat. Je te laisse la parole, Gabriel. Oui, oui, ben pour tout de suite te la redonner avant de donner la parole à Sonia Lévesque du pays Tur de l'Air et à Léa Lecointre du pays de Morlaix. Je te lance l'écran pour que tu puisses partager avec nous deux outils pour lesquels, enfin, qui vont pouvoir vous servir pour aller identifier les financements qui sont sur vos territoires, qui sont soit gérés directement par les territoires, enfin en tout cas côté France, et puis les financements européens. C'est vrai que certains d'entre vous, vous connaissez déjà un petit peu les grands financements qui peuvent être proposés. Et tout à l'heure, vous faisiez faire référence au financement leader, mais il y en a d'autres. Et parfois, c'est pas facile de les identifier. Et il y a deux outils que l'ANPP, auxquels l'ANPP contribue et qui me semble particulièrement intéressant de partager avec vous. Je te laisse partager ton écran, Michael. Merci. Alors, du coup, on a deux outils. Le premier, alors que vous connaissez, avec lequel on contribue, on était avec Lisa d'ailleurs ce matin, avec Aide Territoire. Donc, Aide Territoire, en fait, qui dépend. Attendez, pardon, je partage avec vous. Aide Territoire, Aide Territoire. Donc, tout simplement, aide-territoire, enfin, Aide Territoire, vous tombez dessus, qui vous permet de trouver donc, du coup, des aides en fonction. Hop, là, en fonction de la forme juridique. Là, entre intercommunalité et département, il y a intercommunalité et regroupement. Donc, du coup, c'est convenu en fait et dans les prochains jours. Donc, du coup, votre forme juridique. Ensuite, vous déposez. Alors, du coup, Saint-Bonnet-de-Joux. Alors, je fais exprès là qui est la ville de ma présidente, notre nouvelle présidente d'ailleurs, en Saône-et-Loire. Ensuite, vous avez possibilité de prédéfinir en fait différents thèmes. Partons sur la mobilité. Ensuite, vous allez encore plus dans le détail en fait au niveau de la mobilité. Qu'est-ce que vous entendez? Admettons mobilité partagée. On envoie. Nom de votre projet, on va dire mobilité très originale. Et en fait, ça vous sort en fait l'ensemble des dispositifs vous permettant de pouvoir prétendre éventuellement à financer une démarche sur cette question-là. Ça, c'est le premier outil, Aide Territoire. Donc, ça va faire 2 ou 3 ans qu'ils sont lancés. Et oui. Pardon, Michael, peut-être pour compléter ton propos, si tu peux redescendre un petit peu. Voilà, merci beaucoup. Ce qui est intéressant dessus, en fait, c'est surtout au moment où vous construisez votre plan d'action, c'est que même si vous connaissez les financements, ça vous permet en deux, trois clics, comme vous l'avez vu, de pouvoir identifier en fait à quel moment vous allez faire vos recherches de financement, à quel moment ils sont en cours, puisqu'à chaque fois, il y a le calendrier. Et ça fait gagner pas mal de temps de se dire bah, à quel moment j'organise ma recherche de financement. C'était ce petit point complémentaire que je voulais ajouter. Tout à fait pertinent, je te remercie. Donc, j'arrête de partager. Mais vous connaissiez tous déjà j'imagine, ensuite, hop, je referme. Alors, ensuite, à nouveau, alors du coup, là, c'est depuis notre site internet. Donc, comme vous le savez, nous avons mis en fait une plateforme en ligne qui s'appelle FinEuropa, que vous trouvez en fait dans Europe, pour les adhérents naturellement, FinEuropa. Et en fait, dans la même logique, en fait, ça n'est pas sur les financements nationaux que je viens de vous présenter, mais c'est sur les financements européens. Donc, les financements européens, donc, comme vous le savez, en fait, elles sont très multiples entre les fonds sectoriels et les fonds structurels naturellement. Et en fait, nous avons développé cet outil avec Cap Europe, donc notre partenaire sur le sujet. Je reprends 71 220 pour Saint-Bonnet-de-Joux. Hop. Ensuite, voilà, donc vous rentrez simplement votre numéro de département ou le code postal. Ensuite, vous identifiez la thématique qui correspond à votre projet. Admettons, partons toujours sur la question de mobilité. Donc, on clique mobilité. Hop, rechercher. Et donc, du coup, ça sort en fait l'ensemble des programmes. En l'occurrence, il n'y en a qu'un en Saône-et-Loire qu'on peut modifier qu'on peut mobiliser pardon, sur la question de mobilité. Sur la question, alors attendez, 71 220, allez, on va reprendre un autre, 29 600.
vous aurez compris, ça correspond à Morlaix. Sur la question du numérique, donc en pays de Morlaix, donc du coup, vous avez donc 2020, Horizon 2020, vous avez la région qui peut accompagner également, enfin voilà, via le FEDER, FSE. Et donc comme ça, en fait, il y a plus de, alors, de mémoire, c'est 7000 lignes en fait pour l'ensemble des différentes programmations qui puissent être mobilisées sur le sujet. Donc j'imagine que vous les connaissez, mais c'était juste pour voilà, vous faire un récap sur ces deux outils. Et puis, ça permet aussi dans votre dialogue avec les différentes parties prenantes de les renvoyer vers cet outil parce que, par exemple, quand vous faites ce rapprochement des ressources financières avec le plan d'action et que parfois vous êtes obligé de limiter l'ambition de certaines actions parce qu'il n'y a pas toujours les ressources, en tout cas les financements publics qui peuvent s'associer à certaines actions à la hauteur que vous voulez. Ça permet aussi de renvoyer les parties prenantes avec qui vous dialoguez vers ces ressources-là pour leur dire, mais regarde, effectivement, tu dis qu'il y a des financements sur le numérique, sur le territoire. Eh bien, regarde, c'est sur le numérique, mais sur tel thème du numérique, par exemple numérique et santé, ou numérique et senior, et ça n'est pas sur l'enseignement, le développement du numérique pour l'éducation. Donc, ça permet aussi de réguler le dialogue dans la construction des plans d'action et dans l'ambition qu'on peut donner à certains projets. Et donc, ça permet voilà, d'éviter d'être tout seul à dire non parce que ça n'est pas possible. Alors, tout de suite, la parole donc à Sonia Lévesque et à Léa Lecointre avec 3 questions pour vous, mesdames. La première, c'est comment vous mobilisez les différents outils financiers de votre territoire. Sonia Lévesque, si vous voulez bien commencer. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Très bien. Ah, ok, parfait. Alors, en introduction, je voudrais dire que quand on m'a demandé d'intervenir sur ce sujet-là, ma première réaction, ça a été de dire, mais j'ai pas de méthode. En fait, c'est le système D. D'ailleurs, j'ai entendu que mes collègues sur le point 4, ils disaient finalement tous, on dit tous un peu la même chose. Il n'y a pas de méthodologie qui soit particulièrement figée sur les métiers que nous faisons. Et en matière de recherche de financement, en fait, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que la réalisation d'un contrat, ça a le mérite de mettre en principe tout le monde autour de la table au même moment. Et quand je dis tout le monde autour de la table au même moment, c'est d'une part les porteurs de projets qui sont plus ou moins présents, surtout quand ils sont publics. Et c'est aussi surtout tous les financeurs. Et ça permet parfois de gagner du temps en essayant de trouver la bonne temporalité pour financer certains dossiers. Ça permet aussi de retenir des dossiers qui ne rentraient a priori dans aucune case, mais s'ils ont été bien vendus, quelquefois ils trouvent des financements et quelquefois on arrive à s'arranger à la marge. Ça ne marche pas toujours, je reconnais, mais bon, c'est quand même bien pratique. Donc, le principe du contrat, c'est quand même de réunir tout le monde au même moment et d'essayer de discuter ensemble et de trouver la meilleure ligne de financement qui soit la plus pertinente pour le projet demandé. Cela dit, c'est pas toujours aussi beau. Le monde n'est pas aussi parfait que ça. Je prends pour exemple notre contrat de ruralité qui a été signé en 2017. On a remué le banc, l'arrière-banc pour trouver plein de projets qu'on allait pouvoir inscrire dans ce contrat de ruralité. Les communautés de communes ont vraiment joué le jeu. Et puis, donc on nous a dit qu'il y avait trop de projets dans notre contrat de ruralité. C'est vrai qu'il y en avait une petite cinquantaine. On nous avait expliqué que n'étaient pas éligibles ni les associations ni les syndicats mixtes. Qu'à ça ne tienne, on avait quelques projets qu'on a considérés comme structurants, que nous avons inscrits quand même, qui ont été refusés la première année, la deuxième année, la troisième année. Et bizarrement, l'année dernière, et on a réussi à en faire inscrire alors qu'on nous avait
dit de ne pas le faire. Si je prends cette anecdote-là, c'est parce que il y a des règles, évidemment, mais il faut suivre son instinct et ne pas hésiter à mettre en avant des projets. Allô? De mettre en avant des projets qui, a priori, ne rentrent pas dans les cases, mais pour lesquels on va peut-être quand même trouver une solution. Donc, il ne faut pas s'avouer vaincu avant même d'avoir engagé la bataille. Ouais, Sonia, j'entends plus rien, moi. excusez-moi de vous interrompre, c'est juste qu'on était suspendu à vos lèvres sur le suspense de ça n'a pas fonctionné le financement les premières années, puis au moment où vous êtes fait financer, on n'a plus rien entendu. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire du coup de quelle manière c'est passé? Parce que là, on est suspendu à vos lèvres. Alors, j'espère que cette fois-ci, la connexion va être coupée. En fait, l'État, finalement, a changé on va dire ça même autrement, l'État était bien content de trouver des projets, puisque dans le contrat de ruralité, en première année, on a toujours plein de projets, puis on a du mal à se projeter sur une année N+4 ou N+5. Et finalement, nous, on avait encore des projets en N+5 et celui-là rentrait dans les cases. Et cette année-là, l'État a relâché un petit peu ses contraintes et on a pu faire passer le projet d'un syndicat mixte. Mais on a quand même pu le faire passer uniquement parce qu'il était inscrit dans ce contrat de ruralité dans lequel il avait normalement pas sa place si on était resté sur la règle de départ. Donc tout ça pour dire, je ne sais pas si ça avait été entendu ou pas, mais allô? Oui, c'est très Oh là important. là. C'est très important ce que vous nous dites là. C'est-à-dire que, en fait, inscrire quand même dans des projets, dans votre contrat, dans votre plan d'action, dans votre contrat, des actions qui n'étaient pas forcément financées sur ces fonds dont vous nous parlez, le fait de les avoir quand même inscrites comme des actions qui étaient importantes pour vous, pour votre territoire, a permis de les légitimer en année 3, 4 pour pouvoir les faire financer. Et si elles n'avaient pas été dans ce cadre de départ, vous n'auriez pas pu le faire, si on comprend bien. C'est exactement ça. Donc, il faut faire comme on le sent et il faut persévérer. Et il ne Merci faut beaucoup. pas se limiter au premier refus, il faut continuer. Mais je crois que la persévérance fait partie des qualités de chacun de nos participants aujourd'hui, parce que sinon, je crois que vous ne feriez pas le métier que vous faites chacun. Mais en effet, c'est vrai que ces astuces que certains d'entre vous connaissent, mais peut-être pas tous, de se dire, je l'inscris quand même dans mon plan, même si je n'ai pas le financement aujourd'hui, je pense que c'est une véritable clé de succès, même si, par exemple, sur certains territoires, certains nous disent, là, je vois dans le chat, qu'ils n'ont pas forcément eu de problème pour financer leur démarche. Aléa Lecointre, côté Pays de Morlaix, comment vous avez mobilisé vos outils financiers pour faire financer votre plan d'action? Oui, bonjour. Donc, Aïla, hein, je précise, mais c'est pas grave du tout, je ne vous en veux pas, mais donc c'est Aïla. Mais non, mais c'est jamais facile, c'est pour ça que je le dis quand même. Non, mais je rejoins les propos de mes collègues Sonia, mais je crois que ça rejoint aussi ce que disait tout à l'heure Thierry. Effectivement, l'intérêt d'un contrat, c'est de faire aussi un tour de table des partenaires, et notamment des partenaires financiers, et effectivement d'inscrire des actions qui, à mon sens, même si elles ne sont pas forcément financées immédiatement, pourront peut-être l'être plus tard. Donc ça, c'est déjà effectivement, je pense que tous dans nos fonctions, quand on élabore un contrat, on inscrit des fiches actions avec une partie budget et une partie calendrier. Et parfois, effectivement, la partie budgétaire, elle peut rester blanche pendant quelques temps, mais ce n'est pas pour autant que l'action est laissée tomber. Donc, parce qu'on est tous à peu près dans la même phase. Sinon, sur comment actionner les partenaires financiers, il y a donc le tour de table des financeurs classiques selon les actions qu'on porte. Et puis, il y a ensuite les effets d'opportunité ou d'aubaine que représentent les appels à projets ou les appels à manifestation d'intérêt. Avec toute la limite qu'on peut y voir, je pense, justement, ces effets d'opportunité, parfois qui peuvent aussi, du coup, orienter le calendrier de mise en œuvre du contrat et même le transformer, parce qu'on saute sur l'opportunité d'avoir des financements.
Et puis, je vois aussi une limite et de plus en plus importante, c'est le temps qu'on y passe. Le temps aujourd'hui voilà, Oui, qu'on ouais. passe à la veille, à répondre aux appels à projets et puis ensuite à conserver toutes les pièces justificatives. Et finalement, après, parfois, on peut se poser la question, et là, je parle, enfin, il faut aussi faire le distinguo entre on finance l'action et on finance l'ingénierie qui porte le contrat. Et voilà, je pense que c'est aussi des effets qu'il faut prendre en compte dès la réalisation du contrat, ce temps passé, cette ingénierie dédiée à la recherche des financements. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose effectivement de partagé par vous tous. Et Sonia, rassure-toi, quand on t'a demandé, en l'occurrence, c'était justement parce qu'on est un peu dans, dans le système D souvent. Et l'objectif, c'était là, c'est qu'on se concentre vraiment sur la méthodologie, dans la manière dont chacun d'entre vous, vous percevez le sujet. Adeline, en sud de l'Aisne, tu as souhaité prendre la parole. Oui, juste deux petits partages d'expérience et je rejoins mes collègues sur la partie vraiment uniquement financement et non pas projet de territoire, méthodologie, puisque ça, voilà, on ne fait pas un projet de territoire, un contrat de territoire que pour du financement, heureusement, mais quand on parle de financement, enfin moi j'ai en tout cas contre réalité un écueil, c'est que quand on n'a pas d'enveloppe vraiment comme leader, voilà, je trouve que c'est vraiment un bon exemple, on sait qu'on a tant d'enveloppe pour notre territoire, alors que pour les contrats de réalité, nous on est passé de 1 million à 40 000 euros en 3 à 4 ans, quoi. Donc là, c'est vrai que du coup, on se dit là, l'ingénierie, pour le coup, elle est un peu mise à rude épreuve parce que on part vraiment du haut pour arriver, voilà, on dégraisse de plus en plus. Donc ça, c'est voilà, c'est un côté négatif. Et puis, je rejoins aussi la partie intéressante des comités de pilotage avec les financeurs, puisque quand on les met tous autour de la table, bah, souvent le département ne sait pas que la région financière finance ça. Et en fait, dans nos comités de pilotage sur le contrat de réalité, il y a vraiment une conversation avec tous les financeurs. Et l'idée, mais à plus long terme, je pense, ce serait de dire, voilà, on se met tous d'accord entre financeurs pour accompagner tel projet ou tel type de projet, mais qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble des financements qui sont donnés, que ce soit l'État, le département, la région, tout autre. Mais voilà, qu'il y ait une réelle cohérence et un réel dialogue entre financeurs, ce qui n'est pas le cas du tout, quoi. Enfin, et puis, alors là, ce sera le top du top, c'est d'avoir un seul formulaire de demande d'aide pour tous les. Bon, oui, je rêve un petit peu, mais ça serait, voilà, qu'on se parle déjà entre nous, on y arrive, mais si les financeurs pouvaient le faire, c'est vrai que ce serait un gain de temps, cohérence et d'efficacité, je pense, au long terme. Voilà. Très clairement. Charles Benoît, si tu souhaites intervenir. Oui, juste une petite question. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous quand on parle de financement, on est sur le financement public, est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous a associé ça à des démarches de mécénat territorial, de fondation de territoire et ou de financement participatif pour avoir un financement finalement global dans cette logique-là? Ça m'intéresse beaucoup d'avoir cette réponse, bien sûr. Alors, en tir de l'air, non, même si on y pense, mais on n'a pas encore mis en œuvre. Alors moi, je peut-être, en tout cas, si on peut partager une expérience, mais d'un projet, pas forcément dans le cadre d'un contrat du coup, mais d'un projet sur le territoire qui bénéficie de subventions publiques et privées. C'est plutôt sur des projets culturels ou de requalification d'espaces assez emblématiques sur un territoire, où là, on parle vraiment d'une opération particulière qui peut donc mobiliser du mécénat, notamment culturel. Et là, en l'occurrence, c'est l'ancienne manufacture Royale des Tabacs de Morlaix, par exemple, mais pas dans le cadre d'un contrat. Nous, effectivement, on ne l'a jamais non plus expérimenté, mais c'est intéressant de pouvoir explorer ces pistes-là. Tout à fait. Il y a la fondation, effectivement, Fondation de France, merci Geneviève, toujours en Bretagne. Il y a AG2R, donc qui vient de donner. Il y a la Fondation Carasso. Donc il y a plusieurs fondations qui peuvent être amenées à ça. Coralie, on part dans les Landes. Bonjour à toi. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste intervenir effectivement sur la précédente remarque des financeurs. Donc, à notre initiative, là, au pays, on va mettre en place un comité de cofinanceurs entre l'État, la région, le département sur notre territoire. Ça se fait assez sur Leader aujourd'hui. Et donc, l'approche, c'était vraiment d'avoir nos techniciens, on va dire, locaux de la région, du département et de l'État en réunion technique sur toutes les contractualisations qu'on peut avoir sur notre territoire. Que ce soit Leader, le contrat de ruralité ou le CRT demain, le contrat avec la région, etc. Et d'avoir vraiment une discussion sur l'ensemble des projets et des stratégies
en amont des dépôts de dossiers DETR et compagnie. Et ça a été bien accepté et bien vu là ces dernières semaines pour qu'on puisse mettre ça en place. Même si voilà, on aura peut-être officiellement un comité pour le CRTE, un comité pour leader, mais en tout cas, on se réunira le même jour, tous en même temps, et on pourra discuter de tous les projets chez nous. Et la deuxième intervention sur le partenariat public-privé, c'est vrai que ça se fait de plus en plus, surtout quand les besoins sont partagés et que les torts ne sont pas forcément à l'un ou à l'autre, si ça vient du littoral, par exemple, ou voilà, de la mer. Et nous, on a voilà, sur certains projets des employeurs qui participent financièrement à des réhabilitations de bâtiments, ne serait-ce que pour les logements saisonniers. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément dans les contrats, c'est un peu compliqué, même si c'est facile sur Leader, parce que c'est depuis longtemps qu'on fait ça. Mais sur certains contrats, ce n'est pas évident. Mais sur des projets, moi, je pense qu'on y arrive de plus en plus aujourd'hui. Merci beaucoup. Aurore, où es-tu? Où es-tu? Je te vois. Aurore, par rapport à ton financement participatif, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as… Bonjour à tous. Donc nous, c'était un projet d'une petite commune, donc qui n'arrivait pas à finir son financement. Donc c'était du rénovation du patrimoine. Et en fait, on s'est tourné vers ce que j'ai marqué dans le chat, vers la fondation du patrimoine, qui a permis, en fait, c'est elle qui a porté complètement l'appel à candidature, l'appel à donation, en fait, auprès de privés. La commune, elle, a relayé ça via ses réseaux aussi. Et en fait, le fait de passer par eux, ça permettait aussi aux gens, il y avait aussi un aspect vis-à-vis de l'impôt sur le revenu, puisqu'il y a des parties qui sont défiscalisables en fait de l'impôt. Les donations par ça, et nous, en tout cas, au niveau de la diaspora aveyronnaise à Paris, qui est très importante, qui est plutôt sensible aux questions de patrimoine, ça a rencontré un intérêt particulier, et les personnes donc ont plutôt bien contribué, ce qui a permis en fait de boucler. Alors en condensant, ça nous a permis de boucler un plan de financement quasiment à 80% pour la commune, avec cette part de financement participatif complémentaire. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions? Alors, merci pour toutes les liens, en fait. Merci Gabriel, en fait, sur lesquels vous pouvez interagir. Il y avait enfin, vous pouvez consulter, pardon. Karine, et en fait, il y avait une question de Claire Deblic. Karine, est-ce que tu pourrais nous parler donc du coup de ton comité de financeurs? Comment ça s'organise? Oui, en fait, j'ai essayé de répondre par écrit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, si je l'ai bien comprise. En fait, on a effectivement un comité de financeurs, alors du coup, sous forme d'un comité de pilotage qui se réunit 2 fois par an, qui réunit donc le département, la région, l'État, les communautés de communes aussi. Donc des élus et puis des techniciens qui sont directement dans le suivi de ces dossiers. Mais en amont de ce COPIL, il y a un énorme travail de consolidation des informations qui est très, très fastidieux entre les techniciens des différentes institutions. Donc, en fait, on se rencontre 1 à 2 fois en amont du COPIL. Et en fait, au pays, ici, on centralise justement les informations et voilà, on fait en sorte de compléter la maquette de projet en allant chercher on liste, en fait, on identifie les projets tous ensemble et ensuite chacun complète où on en est au niveau d'instruction. Est-ce qu'il y a un dossier qui a été déposé? Est-ce qu'il a été instruit? Est-ce qu'il est complet, etc. Est-ce que la subvention, est-ce qu'un avis technique a été donné? Est-ce qu'elle a été attribuée? À quelle date elle passe en CP? Enfin, voilà. Donc c'est très riche. C'est, comme je l'ai dit, très fastidieux. On en a eu un hier, donc c'est tout frais. Donc je peux vous dire que c'est vraiment très lourd. Mais par contre, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a une vue, alors pas exhaustive, il ne faut pas rêver, mais quand même très, 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 très complète de tous les projets qui mobilisent des financements publics sur le territoire. Voilà, je ne sais pas si c'est assez précis ou pas, mais voilà. En tout cas, merci. Ça vient bien compléter en effet ce qui a été partagé comme expérience précédente. Il y a aussi sur certains territoires des fondations interentreprises qui ont été constituées, et ces fondations interentreprises peuvent être des interlocuteurs intéressants pour pouvoir contribuer, des fondations territoriales aussi
qui peuvent effectivement être des partenaires dès la construction, j'ai envie de dire, du projet, même de territoire. Et puis, vous avez, je vous ai mis dans les liens, BPI France sur, quelqu'un posait la question de l'avance de trésorerie. Vous avez également BPI France sur certaines typologies de projets. Et parfois, les associations, par exemple, tout à l'heure, vous parliez des associations, ne s'identifient pas sur les financements BPI France parce que BPI France utilise le terme entreprise au sens européen du terme et les associations ne se reconnaissent pas dans le mot entreprise alors qu'elles sont considérées comme des entreprises au sens européen du terme. Et donc, ça peut être aussi une manière d'aller chercher des financements ou des avances de trésorerie sur notamment des projets innovants qui sont souvent portés dans les phases pilotes par des associations. Donc voilà, pour aussi contribuer à cette réflexion. Et du coup, je reviens vers Sonia et Aléa. Comment, tout à l'heure, vous avez commencé à évoquer cette question de, en interne, comment j'organise justement cette mise en œuvre de recherche de financement et du coup, cette ingénierie, ça, c'est un élément clé dans la durée. Alors, je vais peut-être commencer. En fait, tous les chargés de mission, en ce qui concerne chez nous, sont mobilisés pour être en veille de tout ce qui peut passer, les appels à projets, les informations, tous les réseaux professionnels dans lesquels les uns et les autres sont partie prenante, parce que l'information, elle est essentielle pour la trouver. Et donc, c'est vraiment chacun qui prend une part en charge. Néanmoins, on a vraiment une question qui commence à se poser. En tout cas, c'est les élus qui voudraient qu'on se la pose. C'est faut-il avoir quelqu'un de spécialisé dans la maison qui est dédié à de l'ingénierie financière? Et en fait, s'il pose la question, c'est pas tant pour le financement des projets du pays que pour avoir une personne ressource pour toutes les communes et les Comcom, pour savoir auprès de qui s'adresser, qui va pouvoir les aider à faire leurs projets communaux et intercommunaux. Mais c'est vrai que c'est une question qui devient redondante. Et par contre, je pense que les champs d'action de nos collectivités sont tellement vastes que ça ne peut pas reposer juste sur une seule personne. Ou alors, il faut arriver à utiliser tous les sites Internet dont certains viennent d'être inscrits dans le chat avec des sites Internet donc, qui ont des très bons algorithmes pour trouver les bonnes réponses à des projets qui sont chacun très spécifiques. Mais ça ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne parce que les informations sont trop nombreuses à mon sens. Donc, tout le monde doit s'y mettre. Merci beaucoup. Et Aléa, si je prononce bien, du coup, tout à l'heure, j'ai loupé la bonne prononciation. Donc, il n'y a aucun problème. Non, ben on est à peu près dans la même situation. Effectivement, nous aussi au pays, chaque chargé de mission dans sa thématique, même si on essaie d'élargir, essaie d'être en veille, mais il y en a de plus en plus des appels à projets. Et puis, je le disais tout à l'heure, parfois il peut y avoir, enfin, on a un programme d'action pluriannuel sur la thématique de l'emploi et la formation. Nous sommes accompagnés par le FSE. La charge administrative est telle, bon, ça représente à peu près un tiers-temps aujourd'hui, enfin, c'est incroyable, qu'effectivement la mutualisation de ces postes-là, elle se pose clairement et qu'on puisse du coup, la démarche qu'on est en train de mener, c'est que ce tiers-temps-là puisse bien sûr servir à l'ensemble de nos membres, en fait, aux EPCI, aux communes, etc. Donc ça, effectivement, c'est une question prégnante. Et puis, dans la définition même de l'action que le pays va mener, aujourd'hui, le financement de l'ingénierie, c'est un facteur clé de on y va ou on n'y va pas pour les élus. Et ça nous ramène, je pense, dans une temporalité aussi qui est de plus en plus différente, de plus en plus courte, puisqu'on finance de l'ingénierie pour 1 an, pour 3 ans, et puis après ça s'arrête. Enfin, je trouve que c'est un effet, c'est des effets d'opportunité qui peuvent quand même parfois être contre-productives. Mais c'est donc des questions à se poser effectivement en amont. Et ici, au Pays de Morlaix, et donc en région Bretagne en règle générale, la question de l'ingénierie, elle se pose encore plus cette année parce que la région change un peu son fusil d'épaule et a baissé ses financements en matière d'ingénierie. Donc, on est obligé de se reposer toutes ces questions-là. Donc, c'est effectivement des sujets très, très prégnants actuellement sur les territoires.
tout à fait. Alors pour nous, c'est un sujet extrêmement récurrent hein, qu'on rabâche à chaque fois et on va d'ailleurs le réaffirmer encore une fois. Donc mardi avec Madame Gouraud sur la question CRTE et mercredi, on a un rendez-vous avec Madame Pompili. Madame Pompili y est sensible. Nous, la position que nous avons, c'est que voilà, vous connaissez le 1% pour la planète, en fait, une sorte d'écotaxe sur tout ce qui est les produits électroménagers. Nous, on demande le 1% ingénierie, en fait, sur l'ensemble des volumes financiers consacrés à l'investissement et que seulement 1%, en fait, suffirait largement à financer nos postes. Donc, du coup, c'est quelque chose que vous allez voir également être présent dans nos prochains, nos prochaines communications. N'hésitez pas à vous en saisir également, cette question, en fait, voilà, du 1% ingénierie sur la question de la financement, sur les volumes financiers liés à l'investissement. En effet, et pour compléter ces éventuelles manières de faire, tout à l'heure, vous parliez du monde associatif sur comment on les fait participer, et souvent on pense au monde associatif soit pour les financer, soit pour identifier des actions. Mais en même temps, le monde associatif, il a été confronté à la problématique de recherche de financement avant vous. Et ils se sont eux-mêmes posé cette question, est-ce qu'on doit créer ce métier de fundraiser, de spécialiste, de responsable des partenariats à l'intérieur de nos structures? Et certains d'entre vous, sur vos territoires, vous avez des associations qui ont ces fonctions-là, qui sont intégrées. Et peut-être que ce n'est pas forcément un partenariat sur comment je finance cette association ou comment il contribue à un projet, mais peut-être que vous pouvez aussi nouer des partenariats avec certains d'entre eux sur leur capacité à aller chercher des financements et voir avec eux aussi de quelle manière vous pourriez construire cette recherche de financement sur votre territoire. C'est une idée, une bouteille que je lance à la mer si certains d'entre vous ont des grandes associations qui ont déjà ces métiers-là intégrés pour leur proposer ce type de partenariat. Alors, je regarde le chat rapidement avant qu'on passe quand même au thème suivant. Pardon, Mickaël, je t'ai coupé la parole. Sans aucun problème, il y a Ella qui voulait reprendre la parole juste avant. Oui, c'est juste que je rebondissais sur la personne qui a parlé tout à l'heure d'un comité de financeurs. Oui. Pour dire qu'effectivement, nous, aussi, en région Bretagne, il y avait ce qu'on appelle le comité unique de programmation qui réunissait l'ensemble des financeurs, mais sur des thématiques particulières, c'est-à-dire sur les fonds qu'on gérait dans le cadre de notre contrat. Là, ce que je comprenais était un peu différent, ça avait l'air d'être un peu plus large en matière des financements qui étaient abordés. Et du coup, je me posais quand même la question de comment vous arriviez à mettre la frontière, c'est-à-dire quels sont les dossiers que vous examinez, est-ce qu'il y a des thématiques auxquelles vous arrêtez, sinon ça peut être assez large, parce qu'on aimerait éventuellement peut-être remettre aussi en place ce genre d'instance de dialogue interfinanceur. Oui, si je peux répondre, ça va être assez large et on ne l'a pas encore fait. En fait, moi, ça fait 6 mois que je suis arrivée au pays Land Nature Côte d'Argent, mais je le faisais déjà en PACA. Mais effectivement, ça nous permet de balayer quand même la totalité des projets qu'on a sur notre territoire. Et je dis bien de projets, voire même d'idées, avec des accompagnements, nos chargés de mission territoriaux en fait. Donc ils ont aussi des idées des financements de la région ou du département qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on ne connaît pas tout par cœur et ça change tous les 4 matins aussi sur les interventions. Ou alors ils ont entendu parler d'un appel à projet qui nous a échappé. Voilà, on n'est jamais à l'affût, totalement à l'affût de tout. Et effectivement, ce comité, il a été bienvenu parce qu'ils ne veulent pas être vus non plus comme des financeurs et uniquement des financeurs. Quand on fait un comité, voilà, c'est un peu la chambre d'enregistrement. Est-ce que celui-là, c'est bon pour toi? Tu prends 20%, moi je mets 10, etc. Alors que là, on est vraiment aussi sur l'accompagnement du territoire et pourquoi 10 skateparks et pas que 3. Et voilà, on a aussi des avis techniques qu'on peut pêcher et ça nous permet d'avoir pour moi, des arguments à renvoyer aussi aux porteurs de projets. Donc, c'est intéressant d'avoir voilà, plus qu'une thématique, en tout cas dans ces comités. Merci beaucoup, Coralie, pour ce retour d'expérience.